protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Dans cette vidéo, nous allons voir une présentation du protocole HTTP et puis on va voir comment le protocole HTTP fonctionne entre le client et le serveur. On va aussi traiter les particularités de HTTP et on va faire une démonstration pour capturer le trafic HTTP entre un client et un serveur HTTP. Commençons par la présentation de HTTP. HTTP, c'est le langage du web, donc c'est le langage parlé entre le client et le serveur. Donc il régit le dialogue entre les clients web et un serveur web. Donc pour les clients web, ici on fait référence à tout ce qui est navigateur et autre chose, bien sûr, il y a même des commandes qui jouent le rôle de navigateur ou bien des navigateurs qui sont des navigateurs texte tels que Lynx ou Lynx de Linux. HTTP est un protocole de la couche application. Donc il est proche des applications utilisateurs. Donc il utilise bien sûr d'autres protocoles des couches inférieures. Par exemple, il utilise le protocole TCP. On va voir que le HTTP utilise par défaut le port 80 pour le serveur. Une version sécurisée de HTTP qui utilise le SSL. Son numéro de port par défaut c'est 443 sur TCP. Et puis ça c'est pour le serveur, mais pour les clients il va utiliser un port aléatoire supérieur à 1024. Il y a plusieurs versions de HTTP, donc on va commencer par les versions qui ont été standardisées. Donc pour le HTTP 1.1, donc ça c'est le premier qui a été créé en 97. Il y a une version antérieure à ça, mais il n'a pas été vraiment standardisé. Donc il gère la négociation de type de contenu, le format de données et les langues. C'est-à-dire que c'est déjà pas mal. Il est doté de fonctionnalités qui sont meilleures que les versions antérieures à HTTP 1.1. Et puis on voit ici qu'il y a le HTTP 2. Donc il est créé en 2015 et il est plus rapide que la version précédente, c'est-à-dire 1.1, car il priorise le contenu pendant le processus de chargement. C'est-à-dire que le contenu le plus important est chargé en premier, comme l'image en haut de page. L'utilisateur aura l'impression que la page se charge plus rapidement parce qu'on priorise ce qui doit être chargé en premier. Il y a aussi le HTTP 3. Il n'est pas encore adopté à grande échelle sur le web. Il est certes qu'il est plus rapide car il utilise un protocole qui s'appelle le protocole QUIC au lieu de TCP, au lieu du protocole TCP de la couche transport. QUIC, ce n'est autre qu'un protocole qui devra en principe remplacer à la fois le TCP et le TLS. Donc il va remplacer le TCP et le TLS et il va utiliser d'une façon ou d'une autre le UDP à la place de TCP. Donc on va normalement il n'est pas maintenant vulgarisé, mais ça va remplacer tranquillement le protocole TCP. Maintenant on va voir le fonctionnement du protocole HTTP. Donc HTTP c'est un protocole client-serveur. Donc vous voyez ici que le client, ça peut être un navigateur comme Chrome, Internet Explorer, Lynx, etc. Et puis le serveur, ça peut être Apache, 2IS, Nginx, etc. Il y a beaucoup de serveurs qu'on peut installer et le choix, bien sûr, sera dépendamment de l'entreprise qui va choisir le meilleur serveur qui va répondre aux besoins de l'entreprise. Il y a le langage qui est utilisé par le page web, c'est le Hypertext Markup Language. C'est un langage de balisage conçu pour représenter les pages web. Langage de balisage, ça veut dire que chaque, par exemple, le format d'une page, il y a des balises qui délimitent, c'est-à-dire des conteneurs de l'information qui délimitent, par exemple, le titre. On va le mettre entre la balise de titre,
il y a, on va utiliser d'autres balises, par exemple, pour représenter les paragraphes, etc. Et c'est le format le plus approprié pour représenter des pages web. Une page web, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être des liens, etc., etc. Le langage HTML et de web en général ont vu que c'est le HTML, c'est le langage le plus approprié pour représenter une page cliquable ou bien une page web qui va bien sûr pour naviguer entre les pages qui se trouvent dans différents serveurs. Le client utilise des méthodes, c'est-à-dire un client qui a un navigateur, il utilise des méthodes. C'est quoi les méthodes? Ce sont des fonctions, bien des requêtes qui vont bien sûr chercher une ressource ou bien modifier une ressource. Une ressource, il est identifié ou bien il est indiqué par son URL, c'est Uniform Resource Locator. Autrement dit que si j'ai un client, c'est-à-dire un navigateur, et je veux aller chercher à partir de ce navigateur la page web, donc je peux mettre l'URL, ce n'est autre que l'adresse qui va représenter cette page-là d'index. Donc, dans une page HTML, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Par exemple, la méthode get pour chercher une page. La méthode là, get, il n'a pas d'effet sur la page. C'est-à-dire, il suffit, il a seulement l'action d'aller chercher la page depuis le serveur pour la traiter sur le navigateur du client. Et puis, il y a la méthode head. C'est une méthode qui demande des informations sur une ressource et ne demande pas la ressource elle-même. C'est-à-dire que si parfois on a besoin seulement d'avoir des informations sur une page sans avoir à télécharger toute la page. Il y a aussi d'autres méthodes utilisées par le navigateur ou bien par le client, comme POST. Cette méthode, il permet de transmettre des données en vue d'un traitement. On l'utilise souvent pour les données d'un formulaire HTML, c'est-à-dire si le client a un formulaire à servir ou à compléter, lorsqu'il va cliquer sur un bouton qui permettre par exemple d'enregistrer certaines informations, donc généralement on utilise POST. Et là, ces avantages, surtout de sécurité, il ne divulgue pas certaines informations, surtout s'il y a des passwords, des mots de passe qui sont dans les formulaires. On va prendre un exemple bien sûr de page web. Pour récupérer une page web, la page d'accueil par exemple du site www.test.com, le navigateur, c'est-à-dire le client, utilise la méthode get. Get, c'est-à-dire le navigateur, il va aller regarder, il va faire get / http 1.1, c'est-à-dire que il va demander au serveur qu'il télécharge la page d'index de www.test.com en utilisant le protocole HTTP qui est le protocole 1.1. Ici, vous allez me dire pourquoi il demande la version, parce que c'est comme s'il y a une petite négociation entre le client et le serveur. Si le serveur utilise un autre protocole, une autre version, donc ils vont se mettre d'accord pour, par exemple, utiliser le 1.1. Le code d'état d'une requête HTTP, lorsque, par exemple, un client émet une commande de get pour avoir une page, donc ça peut être la page n'existe pas, donc ou bien le serveur n'est pas fonctionnel. Il y a plusieurs bien sûr états qui vont être détectés par des codes, et ce code-là va être retourné au client pour savoir la cause où la page n'a pas été téléchargée ou bien il a été téléchargé correctement. Donc regardez, donc il permet de déterminer le résultat d'une requête, permet d'indiquer une erreur au client éventuellement. Ça peut ne pas être une erreur, ça peut être un succès.
destiné au traitement automatique par les navigateurs. Parce que l'erreur, le code d'erreur, peut-être que on peut programmer du code qui va, à partir du code d'erreur, agir en conséquence. Donc on va prendre quelques exemples des codes d'erreur utilisés. Donc il y a, si le client émet un get sur une page et puis on lui retourne le code 200, ça veut dire que la page a été délivrée par le serveur avec succès, donc succès de la requête. Si par exemple il y a 304, ça veut dire que il y a un succès, mais la page n'a pas été modifiée. Autrement dit, que le client demande une page qui a été demandée avant ça récemment et elle est dans le cache du client. Donc, au lieu que le serveur envoie la page, donc comme s'il va dire au client, la page elle est dans ton cache, il n'est pas modifié, donc tu peux l'utiliser. Puis il y a le 404, c'est une erreur très populaire lorsque on se trompe par exemple ou on ne met pas la bonne page à récupérer à partir du serveur. Donc on peut avoir ce message là, le page non trouvé. Donc ça veut dire que le serveur a essayé de localiser la page, mais il n'a pas pu la localiser, donc il émet au client l'erreur 404. Il y a l'erreur 500 et 503. Ça, c'est une erreur sont des erreurs de serveur, c'est-à-dire que peut-être que le serveur même n'est pas fonctionnel. Donc, quand je dis le serveur n'est pas fonctionnel, ça peut être que le service lui-même n'est pas fonctionnel, c'est-à-dire en arrêt ou n'existe pas. Comme liste, il y a beaucoup de codes d'erreur. Il y a même des codes d'erreur qui ne sont pas standards. Donc, ils sont utilisés pour faciliter le traitement des erreurs entre le client et le serveur. Il y a aussi l'erreur 504, ça veut dire que le serveur n'a pas répondu à une requête. Donc, on trouve que tout ce qui commence par 5, ça veut dire que c'est une erreur qui est relative au serveur et pas à la page elle-même, c'est-à-dire au service qui tourne. Donc c'est ça. Et maintenant, quelques particularités de HTTP. Donc HTTP est sans état, ça veut dire et puis voilà, les requêtes successives sont considérées par le serveur indépendantes les unes des autres, même si elles parviennent d'un même client navigateur. C'est ça ce que j'ai dit. Ça, c'est l'avantage, c'est gain en temps, mais il y a un inconvénient, c'est que parfois on a besoin d'enregistrer quelques informations sur le client. Donc le protocole ne permet pas de faire cette propriété-là ou bien cette fonctionnalité. C'est pour cette raison qu'on a pensé à une autre chose, on va le voir tout à l'heure. Puis cela permet au serveur HTTP une gestion légère des transactions des clients parce qu'on gagne du temps. Et puis ici, on a pensé pour doter ou bien pour pallier le problème de sans état là, donc que le serveur impose au navigateur, pas tous les serveurs, mais c'est programmable bien sûr, il impose au navigateur d'enregistrer des informations de connexion sur des fichiers texte. C'est-à-dire que on veut ajouter cette qualité d'avec état, mais d'une façon artisanale. Donc on a pensé à ce petit fichier texte qui va être imposé d'être enregistré par les clients, mais c'est qui va imposer ça? C'est le serveur HTTP lui-même. Donc on a pensé à ce qu'on appelle les cookies. Les cookies sont, comme j'ai dit, sont des fichiers texte. Donc plusieurs sites web imposent aux clients d'utiliser des cookies pour sauvegarder leurs données de connexion. Parmi les avantages des cookies, c'est que par exemple un client peut aller visiter un site et la deuxième et troisième fois, etc. Lorsqu'il veut visiter le même site, il peut par exemple
avoir le login qui est déjà là, même le password qui est déjà là. Donc il n'a pas beaucoup de tâches supplémentaires à faire pour accéder au site. Donc c'est ça. Et puis ce qu'on va faire pour la capture Wireshark, donc on va faire un TP pratique, capture Wireshark. Donc on n'a pas toute cette topologie là. Bien sûr je vais l'utiliser parce que j'ai un client qui a cette adresse là qui est délivré par le DHCP, un serveur qui délivre des configurations IP au client, qu'il est dans le même réseau. Il a une passerelle et puis on a un serveur web ici. Donc le serveur web c'est un serveur de JS de Windows. On peut même vous pouvez même faire Apache ou n'importe. Et vous avez un serveur DNS qui résout les noms. Donc à partir d'ici, à partir du client, on va lancer un navigateur, mettre www.test.com, celui-là, et on va capturer le trafic à l'aide de Wireshark qui se trouve sur la machine client, et on va voir comment il se comporte le protocole HTTP.